Je suis à la page 5 du chapitre 4 de mes notes de cours. Première chose qu'on fait avant d'entrer dans le vif du sujet, on fait des petits rappels. Premier rappel sur les vitesses relatives avec plusieurs groupes. Je ne vois même pas les vitesses relatives, là. Mais on va quand même couvrir cette page-là. Ça se comprend quand même relativement bien, le principe de base. Puis ça nous aide un peu à comprendre là, que le mouvement circulaire, c'est un mouvement qu'on peut voir comme autre chose, parce qu'il s'agit de voir ça d'une façon relative jusqu'à un certain point. C'est l'exemple que je prends pour expliquer ça, c'est une moto. Puis ça se comprend bien, puis ça permet aussi de comprendre comment pourrait fonctionner une soufflerie lorsqu'on veut faire des tests en soufflerie. Donc j'ai une moto qui roule sur une vraie route avec un odomètre de 70 avec une vitesse à l'odomètre de 70 km/h, puis il n'y a pas de vent. Donc la vitesse de la moto, c'est 70 km/h. La nomenclature qu'on n'a pas vue avec les vitesses relatives, c'est de mettre deux lettres, dire c'est la vitesse de quoi par rapport à quoi. Comme ici, c'est le 70 km, c'est la vitesse de la moto, M, par rapport au sol, donc 70 km/h. Quand on rajoute le petit X à la fin, ça veut dire que je veux un signe pour savoir si c'est positif ou négatif, que je ne veux pas juste le module. Donc dans ce cas-ci, c'était plus 70 km/h. La vitesse de l'air, on l'a dit, c'était 0 km/h. Puis je peux additionner les deux pour avoir la vitesse de la moto par rapport à l'air. Donc, je peux additionner le 70 plus le 0, puis dire que la vitesse de la moto par rapport à l'air, c'est 70 km/h. À côté, c'est qu'on pourrait toujours se mettre dans la peau du sol, si on veut, dans la première partie, dire le sol, c'est peut-être, on pourrait imaginer que le problème, c'est pas la moto qui bouge, mais c'est le sol qui recule. Okay. Donc, c'est la vitesse du sol par rapport à la moto. Là, j'aurais une vitesse négative. Je pourrais réussir à faire l'équivalent en faisant pas bouger la moto, mais en faisant reculer le sol. Okay. Évidemment, si j'avais 0 de vent, ben même si j'inverse le vent, ça reste un vent de 0. Donc, la vitesse de l'air par rapport à la moto serait de moins 70 km/h. Deuxième, on met un exemple plus réaliste. Donc, il y a un petit peu de vent. Donc, j'ai la vitesse de la moto par rapport au sol de 70 km/h. Et l'air par rapport au sol est à 10 km/h, mais dans le sens inverse. C'est pour ça que quand je l'écris avec signe, ben ça c'est un plus 70, mais l'air par rapport au sol avec signe, c'est moins 10 km/h. Quand je veux trouver la vitesse équivalente que je veux avoir dans une soufflerie, c'est là qu'il faut que je fasse attention. Elle, j'avais 70 vers l'avant, 10 vers l'arrière. Ben, je ne fais pas 60 moins 10. Hein. Si je suis en soufflerie, il va falloir que je crée un vent de 80 pour créer la même situation. Puis c'est là qu'on n'a pas vu les notions de vitesse relative, mais la moto par rapport à l'air, quand je veux la séparer en deux, j'ai la moto par rapport au sol plus le sol par rapport à l'air. La première lettre apparaît en premier, puis la dernière lettre apparaît en dernier, puis le médium intermédiaire, le sol ici, se trouve être la lettre de la fin puis la lettre du début. Donc, c'est sûr que AS, selon X, j'avais mis moins 10, mais si j'inverse mes lettres, un peu comme on va le voir bientôt, la troisième loi de Newton, ben, quand j'inverse les lettres, je me trouve à inverser le signe. Donc, l'addition se fait de cette façon-là. Fait que sans aller dans le détail, même si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, l'important, c'est de bien comprendre que dans une soufflerie, pour avoir la situation équivalente, j'aurais besoin d'un vent de... J'aurais l'impression que la moto, par rapport à l'air, avance à 80 km/h. Ben, à l'inverse, si c'est l'air par rapport à la moto, ben, si je chauffe de l'air à moins 80 km/h, je vais vivre exactement la même situation. Ici, c'est le sol par rapport à la moto, donc ça s'inversait par rapport à ce qu'on a dit ici. Puis ici, c'est le sol par rapport à l'air, donc ça s'inverse. La troisième situation montrée en bas, ben, c'est justement rendu vraiment en soufflerie. Si je ne peux pas faire avancer la moto, mais que je voudrais étudier, par exemple, l'aérodynamisme de la carrosserie, comment je peux réussir à voir ça sans faire avancer la moto, juste en poussant du vent sur la moto. Donc, l'odomètre, je veux qu'il indique 0 km, mais je veux être capable d'étudier qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aérodynamisme, quel vent que ça me prend pour avoir la même situation qu'au milieu. Donc, la moto par rapport au sol ne se déplace pas. Mon inconnu, c'est quel vent que je vais devoir mettre. Bien, intuitivement, vous me diriez que c'est un vent de 80 km/h. J'espère, en tout cas, que vous me diriez ça. Justement, pour que j'aie le même MAX, c'est-à-dire l'équivalent d'une moto par rapport à l'air, qui me donnerait le même 80 que tout à l'heure. Ici à côté, ben, c'est toujours quand on inverse nos lettres. Là, ben, quand on inverse nos lettres, évidemment, on change le signe. Mais dans ce cas-ci, je m'intéresse plus aux 80 km/h ici. Puis je cherche qu'est-ce que je vais devoir mettre comme R. Bien évidemment, j'espère que vous comprenez que c'est le moins 80. Mais la physique, ce qu'on dirait, c'est que c'est l'air par rapport au sol. Donc, vous voyez, mon A est en premier, le S est en dernier, ça en vient en dernier ici. Donc, je vais additionner puis
par rapport à M au milieu, là, fait que le M est à la fin du premier, puis au début du deuxième, ben AM selon X, c'était le moins 80 que j'avais là, puis MS selon X, c'était le 0 que j'ai là, et ça me redonne le moins 80. C'est la partie que je ne veux pas que vous accrochiez trop là-dedans, étant donné que je n'ai pas vu la nomenclature, mais vous comprenez, j'espère, qu'il faudrait que l'air par rapport au sol soit projeté à moins 80, puis je vais recréer le phénomène que j'avais en haut ici. Je vais avoir l'impression que la moto avance par rapport à l'air, selon X, d'une façon de 80 km/h. À la page 6, toujours en préparation de la nouvelle matière, c'est des rappels. Donc là, on fait le retour sur le MRU ou simplement MU. Donc je vous rappelle ce que c'était. C'est un objet qui se déplace théoriquement sur une ligne droite à vitesse constante. Donc il y a une seule loi de physique, c'est que le déplacement est égal à la vitesse fois le temps, selon l'axe des X. Ça, c'est vu de côté, vu de haut. Donc la moto vue de haut qui avance sur un axe des X. Et ce qu'on avait dit, c'est que ça s'appliquait, cette loi-là de physique s'appliquait même si j'étais pas tout à fait sur une droite. Et à l'extrême, même j'étais pas du tout sur une droite, mais que j'avançais dans l'espace sur un arc, pas un arc de cercle, mais vraiment sur un cercle. Tant que je suis à vitesse constante, ben, l'équation de MRU peut s'appliquer. Quoique dans cette équation-là, le delta X, ben, je vais compter le nombre de tours pour savoir le nombre de mètres que j'ai parcouru. Donc le delta X va être donné par le nombre de tours fois la circonférence. La circonférence, la formule étant 2πr ou encore πd des fois qu'on voit dans certaines choses. Faut faire attention. Quand on compte le nombre de tours, ça va, mais des fois le nombre de tours est donné en termes de radians, donc en termes d'angle parcouru en radians. Ben, cette fois-ci, je vais multiplier carrément juste par R quand je fais ça. Soit que je connais vraiment le nombre de tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours fois la circonférence, ou c'est le nombre de radians, donc 2π pour un tour, 4π pour 2 tours, 6π pour 3 tours, ben, je multiplie simplement par le R. Le nombre de radians inclut donc par défaut le 2π dedans. Évidemment, il y a d'autres phénomènes là, qui sont associés à ça qu'on va voir bientôt. Comme l'accélération centripète, la force de traction, la force de friction. À la page 7 du chapitre 4 des notes de cours, un dernier rappel, j'espère. Cette fois-ci, c'est le retour sur l'accélération. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, j'illustre différentes situations pour vous montrer l'effet du vecteur accélération ou quelle est l'accélération que subit l'objet. Première situation, donc on voit temps 0, temps 1, temps 2, donc avec des intervalles de temps identiques. Ça veut dire qu'ici, c'est écoulé, par exemple, 10 secondes, puis qu'ici, c'est encore 10 secondes. Mais j'ai parcouru plus de distance, donc ma vitesse augmente, le vecteur vitesse augmente. Bien, ça implique nécessairement une accélération qui serait dans ce sens-là. Ici, ce que je vois, au temps 0, j'avais un vecteur de 2. Au temps 1, rendu plus loin, j'ai un vecteur de 1. Au temps 2, je n'ai plus de vecteur. Puis au temps 3, l'objet a commencé à reculer, puis le vecteur vitesse grandit vers l'arrière, toujours pour des intervalles de temps équivalents. Donc, j'ai commencé par ralentir, puis même je l'accélère de l'autre côté. Le A, il devrait être considéré dans ce sens-là. Donc, il fait diminuer le vecteur V avant de le faire réaugmenter dans l'autre sens. Et s'il n'y a jamais eu la partie autre sens, ça aurait pu être tout simplement que le vecteur V, qui était 2 ici, rendu plus loin, le vecteur V plus grand, ben, j'ai encore une accélération qui est dans ce sens-là. Il y a plein d'exemples que j'aurais pu mettre. Là, j'ai mis 3 situations, mais on voit que accélération implique variation de vitesse. Et que lorsque l'accélération est parallèle à la vitesse, donc comme dans les situations qu'on avait ici, puis parallèle, ça inclut le cas où on est dans le sens opposé, mais on est encore parallèle, même si les flèches ne sont pas dans le même sens. Ça implique une variation de module. Mais il y a aussi le cas où l'accélération est perpendiculaire à la vitesse, qu'on n'a pas illustré en haut ici, mais il n'y aura pas de variation de module. Sauf qu'il va y avoir autre chose, il va y avoir ce qu'on appelle la trajectoire circulaire. Donc, soit qu'on est sur une vraie trajectoire circulaire, donc le vecteur vitesse ne change pas, puis le AC fait tourner l'objet, ou soit qu'on peut être sur une trajectoire parabolique, comme la chute libre. Si je lance un objet à l'horizontale avec une certaine vitesse, puis qui est soumis au G, bien, on voit que le G est perpendiculaire à la vitesse. Donc, cela fait tourner l'objet, cela lui donne une trajectoire, qui dans ce cas-ci est parabolique, parce qu'il n'y a rien qui fait changer le vecteur vitesse, là. Il n'y a rien qui l'oblige à tourner en rond, à part de descendre de plus en plus vite à cause du G. Donc, le vecteur vitesse, ici, est rendu plus grand, mais quand je le décompose sur l'axe des X,
sa composante en x serait la même valeur que tout à l'heure. Puis même ici, quand le vecteur vitesse a beaucoup grandi parce que c'est en train de tomber sous l'effet de g, bien, la composante en x est toujours pareille. Eh bien non, à la page 8 du chapitre 4 de mes notes de cours, il y a encore un retour sur le MRUA. Pourtant, je prends l'exemple de la roulette de casino qu'on a vu tout à l'heure plutôt dans une autre vidéo qu'on a vue. Je monte l'objet une première fois ici avec une certaine vitesse initiale, puis après un certain nombre de tours complets, l'objet est ici, puis sa vitesse finale est plus petite. Donc, c'est la bille qui ralentit là, en faisant des tours. J'ai montré son accélération centripète dirigée vers le centre, donc initialement est plus grande qu'après quelques tours. Okay. Les équations du MRUA, telles qu'on a vues dans le chapitre 2 et 3, sont applicables selon l'axe des X qui serait mon axe de rotation. Et on ajoute maintenant des nouvelles équations pour calculer l'accélération centripète là, qui cause la rotation. On voit que l'accélération centripète, c'est v carré divisé par le rayon. Je pourrais calculer l'accélération au début. Donc, j'avais une vitesse initiale au début. Donc, mon accélération centripète initiale, c'est v initial divisé par r au carré. Puis, mon accélération finale, c'est v finale divisé par r carré. Il y a une année, je pense qu'on s'était amusé à calculer vraiment la vitesse de la bille là, sur la roulette qu'on a vue dans la vidéo. Évidemment, je ne connais pas les vitesses. Donc, ce qu'on faisait... la vitesse initiale selon x serait une valeur exacte, mais on faisait une valeur estimée en disant on va regarder le nombre de tours qu'elle fait dans les premiers tours. Dans la première seconde, elle faisait à peu près 2 tours par seconde. Donc 2 tours fois la circonférence divisée par une seconde, ça me donnait la vitesse globalement. Puis on était capable, de connaissant une dimension typique de roulette, de calculer l'accélération centripète initiale. À la fin, on faisait la même affaire. Donc après une dizaine de secondes qu'elle tournait, on en regardait, elle faisait à peu près un demi-tour par seconde. Donc un demi-tour fois la circonférence divisée par une seconde. C'était la vitesse de la bille, là, plus loin dans la vidéo. Petit bonhomme là, je le laisse là, j'en parle juste pour me dire que ça fait des années que je trouve pourquoi il est là. Il a dû être là, 5 ans, que j'avais une explication associée au petit bonhomme sur sa planche à roulettes. Puis je m'en rappelle plus, je vais finir par la retrouver un jour, fait que j'ose pas l'effacer tant que j'ai pas trouvé pourquoi il est là.